Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'UFAL de m'avoir invité. Oui, je me sens bien ici parce que bon, l'UFAL ne pratique pas la laïcité à géométrie variable, parce que l'UFAL n'adjective pas, disons, la laïcité. Et puis, donc, sur la question scolaire, eh bien, l'UFAL ne confond pas public et privé, laïque et confessionnel. Et donc, moi, je voudrais d'abord, assez rapidement, donc, essayer de brosser, voilà, essayer de répondre à une question: à quoi sert l'école? Bien, il y a eu un débat dans la société il y a déjà pas mal de temps, en 1830, avant la loi Guizot, qui n'était bien sûr pas une loi laïque, c'était une loi, disons, qui mettait l'école obligatoire, l'école du premier degré, sous contrôle du curé. Mais à cette époque-là, il y a un débat dans la société, un débat qui, en fin de compte, distingue deux principes. Certains donc disent l'école, eh bien, c'est un des rouages de l'économie. L'école doit être organisée selon un principe dit commercial et l'école doit répondre aux besoins immédiats et de proximité de l'entreprise. Et puis d'autres, en fin de compte, disent bien l'école, non, elle a une autre fonction. L'école donc doit être organisée comme projet de société. L'école aussi doit être organisée selon un principe qui s'oppose au principe commercial, un principe dit patriotique. Et donc derrière ce patriotique, eh bien, il y a l'idée effectivement d'asseoir, disons, la République et de faire de cette école, eh bien, un double projet. C'est un projet individuel d'abord, disons qu'avec une mission d'instruire, d'éduquer des citoyens pour qu'ils soient donc autonomes, pour qu'ils puissent effectivement réaliser leur émancipation, et puis un projet collectif en fin de compte pour essayer de promouvoir donc la conscience collective dans la République laïque et puis ses autres principes. Et donc dans tout ça, effectivement, eh bien, l'école, avec ce projet donc individuel et collectif, eh bien, a la possibilité de réaliser le vivre ensemble pour forger l'unité nationale. Voilà un petit peu, disons, très rapidement cette affaire-là. Et puis, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, ce vieux débat entre cette école qui, donc, organisée selon le principe commercial et puis organisée selon le principe patriotique, eh bien, il y a un débat en particulier dans la société, donc, jusqu'en 1984, où on fait prévaloir l'idée de libre choix. Le libre choix, eh bien, on installe là et disons les parents dans une posture de consommateur au regard de l'école. Et donc, on sait bien, et certains le disent en particulier, on ne vient pas à l'école donc pour consommer, mais pour constituer sa liberté. Et donc c'est là un petit peu le nœud de ce problème, parce qu'on oublie aujourd'hui, bien sûr, l'histoire disons, des missions qu'on a signées à l'école. Et cette histoire des missions qu'on a signées à l'école, en gros, eh bien, il y a deux grands principes. Il y a ceux qui défendent l'idée de démocratisation par l'égalité en éducation. C'était le cas en particulier de Gilles Ferry, qui s'appuyait d'ailleurs sur Condorcet et qui voulait réaliser l'égalité en éducation. L'égalité en éducation, il disait, en fin de compte, doit être universelle, cette éducation, c'est-à-dire s'étendre à tous les citoyens. L'égalité d'éducation n'est pas une utopie, c'est un principe. L'égalité, donc, c'était le fondement même de la démocratie. Voilà un petit peu ce que nous disait Ferry. Et puis pour d'autres, l'école, en fin de compte, c'est l'individualisation de ce rapport à l'école au nom de la liberté de choix. La liberté de choix, en fait, elle est aujourd'hui donc semblable à la liberté d'entreprise appliquée à l'enseignement. Et donc on voit bien qu'elle est, cette liberté de choix, elle est en particulier surtout donc confisquée et instrumentalisée par des communautés à des fins prosélytes, en gros. Voilà un petit peu ce qu'est cette liberté de choix. D'ailleurs, il y a une grande confusion. Il y a disons, un détournement du concept de liberté d'enseignement. La liberté d'enseignement, c'est le droit de choisir un établissement public, un établissement privé, d'être enseigné dans sa famille. Et quand on est dans un établissement privé, en particulier hors contrat, eh bien, donc, il y a une interdiction de financement. Donc il n'y a pas de corrélation entre, disons, liberté de l'enseignement et l'obligation d'un financement public. C'est ce qu'on nous a fait, en fin de compte, aujourd'hui. C'est ce qu'on nous impose, en fait. Et donc voilà un petit peu ce détournement de ce concept de liberté d'enseignement. La liberté d'enseignement, c'est d'abord la possibilité d'avoir, effectivement, l'accès à un établissement public en tout lieu du territoire. Et donc cette liberté n'est pas réalisée dans nombre de lieux. Je ne détaillerai pas donc cette affaire-là, si ce n'est pour vous dire, par exemple, qu'en région, pas en région parisienne, à Paris,
puisqu'on est là justement, eh bien, il y a pour 40 000 élèves dans l'enseignement public, il y a donc 73 lycées publics, et pour un peu plus de 20 000 élèves dans le privé, il y a 103 ou 104 lycées privés. Vous voyez un petit peu, voilà ce qui se passe. Mais aujourd'hui, cette question un petit peu, c'est malvenu de traiter des questions du dualisme scolaire. Il y a une forme d'omerta, j'y reviendrai tout à l'heure. Et eh bien, cette école et la laïcité, assez curieusement, en fait, eh bien, on commence à en reparler un petit peu maintenant. On en reparle non seulement depuis les événements, bien sûr, d'après janvier, d'après début janvier, mais on en reparle aussi depuis la loi sur la refondation en 2013. Parce que sachez qu'en particulier, eh bien, la laïcité dans les lois n'existe que dans le bloc des lois Ferry-Goblet entre 1881 et 1886. Et puis après, elle va apparaître bien dans la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux, en fin de compte, qui apparaît pour certains plutôt comme une loi, disons, d'interdiction. Et donc, assez curieusement, eh bien, la loi dite Jospin d'orientation et de programmation de 1989 ne fait pas référence à la laïcité. Pareillement pour la loi de 2005, la loi donc, sur l'avenir de l'école de François Fillon ne fait pas référence à la laïcité. La laïcité intervient là, disons, assez récemment, dans l'article 2 de la loi sur la refondation de Payon, en particulier. Le service public d'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté, de conscience et de la laïcité. Voilà un petit peu cette affaire-là. Et puis, on va introduire la charte de la laïcité, qui n'est pas quelque chose d'anodin. Je crois que c'est quelque chose d'important, qui définit, ce que je dirais, le caractère propre un peu de l'enseignement public. Alors, on voit bien qu'après les événements de janvier, effectivement, on en appelle à l'école et à la laïcité. Et donc, on souhaite mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. On souhaite développer la citoyenneté, combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale. Voilà un petit peu donc cette affaire-là. Et puis, on occulte complètement et on fait semblant d'ignorer que, en fait, eh bien, il y a 20% de la population scolaire qui va dans le réseau de l'enseignement privé qui est financé par la puissance publique. La puissance publique, en fin de compte, organise sa propre concurrence au profit d'un certain nombre de religions. Et donc on voit que dans cette affaire-là, eh bien, on a oublié aussi l'histoire du mariage pour tous, où en fait, l'enseignement privé catholique, qui est le plus important, 95%, voulait lui organiser en particulier des débats pour contester effectivement le mariage pour tous. Et puis, disons en coulisses, a organisé grandement la mobilisation, parce que derrière tout ça, il y avait peu d'organisations très structurées, relativement importantes. C'est les moyens de l'enseignement catholique qui ont servi à cette mobilisation en particulier. Ça a été dit par un certain nombre de personnes, mais très peu relayé par les médias, bien évidemment. Alors, cet enseignement, bien sûr, se marginalise de plus en plus aujourd'hui. Il a, depuis, donc, en particulier 2010, et il a publié un guide de l'éducation et de la sexualité dans l'enseignement catholique, un guide de la morale chrétienne en 2013. Vous voyez que c'est assez nouveau. Et en fait, comme dirait Mérieux, il y a une forme d'omerta sur le dualisme scolaire. Il dit « La guerre scolaire n'est pas de l'histoire ancienne, elle se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Nous sommes aujourd'hui devant un choix décisif, nationaliser l'enseignement privé ou privatiser l'enseignement public. Ni les partis de gauche, ni même d'extrême gauche ne proposent de toucher à cet équilibre, tout en dénonçant abstraitement l'emprise du marché sur l'éducation. Ils entretiennent un silence religieux sur la question de l'école privée. » Voilà un petit peu, bien au contraire, on va voir que certains développent et essaient de développer justement cette question de l'école privée pour passer en gros de la séparation des églises à, la coexistence des religions, en particulier dans le domaine de l'éducation. Eh bien aujourd'hui, on voit que, en fin de compte, plus personne ne veut s'occuper. On s'occupe effectivement des programmes ici ou là, on s'occupe d'un certain nombre de choses, mais la question de l'organisation structurelle de l'enseignement, eh bien plus personne aujourd'hui ne veut aborder cette question. En fait, la France fait figure d'exception parce que nous, pays laïcs, eh bien, on est un des pays qui finançons le plus l'enseignement privé. Et l'enseignement privé, et je vous disais tout à l'heure, est presque exclusivement confessionnel. Il y a en gros en France 10 000 établissements catholiques, il y a autour de 300 établissements juifs, et puis, 4 établissements musulmans qui sont sous contrat, 70 qui sont hors contrat. Alors, eh bien, certains, en fin de compte, ont décidé de développer
Et c'est le cas en particulier de ce groupe de travail du Parti socialiste sur la cohésion républicaine qui, en mars 2015, propose un certain nombre de choses. Alors, je ne retiens pas les quatre points, je m'intéresse surtout à la question de l'école. Ils nous disent qu'il faut développer les établissements scolaires privés sous contrat, les établissements musulmans. On voit bien que là, en fin de compte, il y a une forme de dérive aujourd'hui de la puissance publique. Cette dérive, d'ailleurs, elle est portée par un certain nombre bien sûr, de militants. Et parmi ces militants, il y a le président de l'Observatoire national de la laïcité, ainsi qu'un de ses membres, Bergogneau, c'est-à-dire donc Jean-Louis Bianco et puis Alain Bergogneau, qui défendent cette idée, en fin de compte, voilà, de construire et d'aider l'islam. L'islam, donc, en France, et non pas l'islam de France, donc, comme certains aujourd'hui essaient disons, d'imposer ceci de façon institutionnalisée, pour mieux peut-être, en fin de compte, élargir le statut d'Alsace-Moselle, et puis passer disons, d'un concept de laïcité de séparation à une laïcité de reconnaissance de 3 ou 4 cultes. En gros, voilà un petit peu cette logique aujourd'hui. Non. Disons, l'affaire de l'islam doit rester l'affaire des musulmans, dans le cadre de la loi, bien évidemment. Et je crois qu'en fait, il y a un certain nombre de dérives qui confortent d'autres dérives. Quand on parle de discrimination positive, effectivement, on encourage une autre forme de discrimination positive, la préférence nationale. Et je crois que là, enfin, je ne veux pas développer sur le sujet, mais on voit bien toutes les dérives aujourd'hui de cette politique qui communautarise l'espace social, l'espace scolaire en particulier. Et donc, il y a un certain nombre de dangers aujourd'hui. Et donc, on voit bien que derrière ces dérives, il y a des risques pour la société aujourd'hui. Bien sûr, donc il n'est pas question de, par exemple, contester le fait qu'il puisse y avoir effectivement l'armée autour des établissements, de certains établissements communautaires, mais est-ce qu'on doit effectivement aller vers une libanisation de la société, donc en matière d'éducation en particulier? Et ça, il y a aujourd'hui donc une forme d'omerta sur cette question-là. Personne ne veut soulever ce problème. Ce problème, d'ailleurs, qui s'aggrave, en gros. Certains qui nous disent que bon, la querelle scolaire est dépassée. Non, cette querelle scolaire n'est pas dépassée parce que on voit bien, il y a eu quelques poussées, en particulier la fameuse loi de Carle qui oblige les collectivités publiques à financer la scolarité des élèves quand ils vont dans une école privée hors commune. Et on voit bien que là, il y a donc les prémices de l'installation d'un chèque éducation. Chèque éducation, en fait, qui va dans le sens des libéraux derrière tout ça. Et puis, derrière ce discours de la parité, d'ailleurs, ce discours de la parité, effectivement, il est tout à fait contestable, parce que la parité, pour certains, c'est l'obligation de financer l'enseignement privé et puis pouvoir se dispenser de toutes les contraintes afférentes au nom de sa liberté. Voilà ce qu'est la parité pour certains. En fin de compte, c'est une parité asymétrique. D'ailleurs, le Sénat le reconnaît au titre de la loi Carle, parce qu'en fin de compte, quand l'élève va dans une école publique hors commune, il n'y a pas d'obligation de financement. La commune doit décider. Et donc là, en fait, on voit bien toutes ces dérives, en fin de compte, et je crois que derrière toutes ces affaires-là, faut-il vivre séparés dans des écoles séparées? Aujourd'hui, on nous parle de vivre ensemble, mais on oublie, on occulte ce problème-là. Bien au contraire, on essaie de l'aggraver en, essayant de développer des écoles de confession musulmane dans cette affaire-là. Alors, je vous disais tout à l'heure, on est une exception en Europe. D'ailleurs, je vous lis une recommandation du Conseil de l'Europe. L'Assemblée recommande aux États membres du Conseil de l'Europe, en même temps qu'ils garantissent la viabilité et la qualité du réseau d'écoles publiques, de faire en sorte que les fonds suffisants soient mis à disposition pour permettre à tous les enfants de suivre l'enseignement obligatoire dans des établissements privés si l'offre d'enseignement dans les établissements publics n'est pas suffisante. Voilà, au moins, vous voyez qu'au niveau européen, on ne finance pas à tout va, comme on le fait aujourd'hui en France, un petit peu. La France et l'État financent donc sa propre concurrence. Cette propre concurrence, en fait, c'est une forme de brèche dans la loi de séparation. C'est une brèche dans la loi de séparation parce que, en fait, cette école, par le financement par l'État, c'est une reconnaissance institutionnelle, bien sûr, d'une fonction sociale de l'Église. Et c'est en cela qu'effectivement, cette affaire est dangereuse et qu'on va là, effectivement, vers une remise en cause de la loi de séparation aujourd'hui au travers du communautarisme scolaire.
Et les évêques, d'ailleurs, reconnaissent ceci en disant « La loi de séparation est contraire à l'ordre voulu par Dieu, mais on peut s'en accommoder dès lors que l'État respecte les droits de l'Église, notamment celui disposé de l'école chrétienne. » En fin de compte, ils se moquent tout à fait de la loi de séparation des Églises et de l'État, pourvu qu'ils puissent la contourner au travers, en fin de compte, du financement de l'école privée. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et je crois que, disons, dans toute cette affaire-là, derrière tout ça, effectivement, ces écoles refusent le concept de liberté, l'émancipation et l'autonomie, et la libre critique des élèves, parce que pour eux, ils enferment les élèves dans ce concept de caractère propre, qui n'est ni plus ni moins que le prosélytisme, effectivement, de cette Église. En fait, et donc je crois que là, on a derrière tout ça aussi un certain nombre de risques en matière de société. On a ces risques d'atteinte à la mixité sociale, on a ces risques d'inégalité scolaire aujourd'hui. Et donc la puissance publique, en finançant effectivement ce dualisme scolaire, elle alimente structurellement la machine à fabriquer de l'inégalité sociale. Et donc je crois que là, derrière tout ça, il y a effectivement un certain nombre de dérives. Et je crois que aujourd'hui, tous ceux qui excluent la question du dualisme scolaire de la laïcité, prennent un risque pour demain, je crois un risque lourd. En fait, je crois qu'effectivement, on ne peut pas limiter la question de la laïcité à l'école, mais l'exclure, je crois que c'est un piège. Un peu, on le voit bien. En fin de compte, c'est un piège parce que certains, effectivement, ont réussi à, faire valoir cet amalgame entre public et privé, entre laïque et confessionnel, et plus voir cette différence. Eh bien, aujourd'hui, on voit en fait toute cette dérive dont on ne parle pas. Et je crois que pour répondre à ceux qui défendaient l'histoire de la laïcité positive, il faut leur répondre que l'instituteur et l'institutrice sont supérieurs au curé et au pasteur. Non pas en tant que femmes et hommes, mais de par leur mission, parce qu'ils enseignent tous les jeunes, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la religion ou non des familles. Et c'est ça la fierté de notre école publique. Merci.